Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un personnage que j'adore parce que il vit comme moi sur Paris et il adore l'immobilier. Il va vous expliquer dans cette interview comment il a réussi à générer 800 € de cash flow positif avec ses 2 premiers biens sans avoir mis le moindre apport. C'est un ancien élève d'Olivier Seban et il s'appelle Jean-Valérie Saul. Il est père de famille, il a 2 enfants. Il travaille à La Défense en tant que banquier, il a un salaire proche du salaire moyen et il a une approche très pragmatique envers l'immobilier. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Bonjour Yves. Donc, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as décidé de te diriger vers l'immobilier ? Alors, j'ai décidé de me diriger vers l'immobilier tout simplement parce que moi je souhaite gagner du temps. C'est-à-dire qu'actuellement j'ai un travail, je travaille comme beaucoup de gens, j'ai le rythme que la société nous impose, qui est le métro, boulot, dodo, et j'ai donc d'abord cherché à pouvoir me créer une rente, me créer un complément de revenu, pour pouvoir progressivement remplacer mon salaire, et donc me libérer du temps pour que je puisse accorder ce temps-là à mes proches, à ma famille, et notamment aussi pour aider les autres parce que je suis chrétien, je suis croyant. Je fais partie d'une église et j'ai pas mal de projets, que ce soit pour mes proches ou des projets en lien aussi avec ma foi, et donc je souhaite pouvoir avoir du temps, pouvoir réaliser tout ce que j'ai, tous les projets que j'ai en tête. Alors tu me donnes envie de rebondir un petit peu sur ma propre expérience parce que on a un point en commun ici. C'est que moi également, j'ai été longtemps bénévole dans une association pour aider les autres. Et bien pendant 8 ans, ça a duré 8 ans comme ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Et un jour, il y a un monsieur qui n'était pas vraiment d'accord avec ce qu'on faisait. Il a mis un billet sur la table et il a dit « Moi, je veux que ça se passe autrement. » Ça m'a pas trop plu, mais ce monsieur, il m'a donné une belle leçon. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que je voulais aider les gens à être libres, mais je n'étais pas libre moi-même. Et surtout, il m'a également fait comprendre que si on veut faire quelque chose de grand, il y a un moment ou un autre où l'amour et l'eau fraîche ne suffisent pas, il faut aussi de l'argent, des moyens. Et sans ça, on ne peut rien faire. Donc en fait, il m'a donné une belle leçon, et aujourd'hui, c'est l'un de mes projets aussi, c'est de pouvoir reprendre une activité bénévole, une activité qui va me permettre de pouvoir aider les autres, mais parce que j'en aurai les moyens, de ma politique un petit peu. Alors ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu qu'est-ce que tu as acheté. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors c'est simple. Et en combien de temps surtout ? Et en combien de temps ? Bon, alors, pour faire court, j'ai acheté une résidence principale pour mon épouse et ma famille, plus 2 immeubles locatifs, et j'ai acheté le tout dans une période de 3 mois. D'accord, 3 mois, une résidence principale et 2 immeubles locatifs. Exactement. Et donc, pourquoi l'immobilier, enfin plus exactement, comment elle t'est venue cette idée ? Ça aurait pu être d'autres leviers d'enrichissement, mais tu t'es dit, tiens, c'est l'immobilier et pas autre chose. Alors l'immobilier parce que déjà je travaille dans le domaine bancaire. D'accord. Donc c'est-à-dire que j'ai une certaine connaissance du crédit. J'ai travaillé en tant que chargé d'études crédit immobilier, c'est-à-dire que lorsqu'une personne, c'est-à-dire lorsque tu veux faire un emprunt immobilier, la banque te demande différents documents pour pouvoir analyser ton dossier. Et moi, j'ai été cet analyste, cette personne qui analyse les dossiers de prêt, c'est-à-dire qui vérifie que tous les documents sont présents et qui va au fond des documents pour vérifier la solvabilité, la faisabilité du dossier. Donc ça veut dire que j'ai quand même une expérience bancaire qui me permet déjà d'avoir plus confiance en moi et qui me permet de pouvoir calculer tout ce qui est taux d'endettement, reste à vivre assez aisément de par mon expérience professionnelle. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point, pourquoi l'immobilier ? Parce que c'est une activité dans laquelle on peut investir
sans mettre d'apport. C'est-à-dire que la banque, à partir du moment où notre projet est bien ficelé, la banque peut nous prêter la totalité des fonds. Et si on se débrouille bien lorsqu'on achète le bien, si on l'achète au bon prix, et si on arrive à l'exploiter de la meilleure façon qui soit, ce sont les loyers qui remboursent notre mensualité de crédit. Et plus encore, généralement, il y a un cash flow qui peut être dégagé, donc j'appelle ça excédent ou cash flow. C'est-à-dire que lorsque les loyers sont supérieurs à la mensualité de crédit, eh ben, il y a une partie, un excédent, un cash flow qui reste disponible pour moi, pour mes besoins personnels, ou même surtout pour pallier aux éventuels imprévus du logement. Il y a des taxes foncières, des charges, effectivement on peut avoir à refaire son bien immobilier. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, donc effectivement, quand vous achetez un bien immobilier, que vous voulez vraiment qu'il soit rentable, que vous voulez le faire de manière totalement pro, il faut toujours avoir une marge. Il y en a qui disent 30%, à peu près 30% de ton loyer doit être du cash flow, quoi. Grosso modo, c'est un cas d'école. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend et c'est ce que je m'efforce de faire. C'est pas toujours évident, surtout à Paris. Et donc, suite à ça, suite à ce constat, tu as fait une formation avec un célèbre mentor. Peux-tu nous en parler ? Exactement. Alors, quand j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je bouge, c'est-à-dire qu'il fallait que je passe à l'action pour pouvoir essayer progressivement de me dégager du temps, il fallait vraiment que je passe à l'action, que je m'investisse dans quelque chose. Donc j'ai choisi l'immobilier. Avant de foncer tête baissée dans l'immobilier, donc j'ai eu la chance d'être invité par un ami à un séminaire d'Olivier Seban. Et suite à ce séminaire, ça m'a vraiment beaucoup apporté, ça m'a vraiment boosté encore plus, parce que dans ce séminaire, j'ai pu parler à des investisseurs, donc des personnes qui avaient déjà investi, et également à des personnes comme moi qui débutaient dans l'immobilier, qui avaient des projets, mais qui ne savaient pas encore par où commencer. Et là, c'était vraiment intéressant de voir des personnes qui sont dans la même optique que nous, dans la même démarche. C'était vraiment très différent parce que lorsqu'on parle à nos amis, à nos collègues, à notre famille de l'immobilier en se disant « Tiens, j'ai envie d'investir dans l'immobilier », et puis qu'on te demande pourquoi et que tu expliques le pourquoi, et quand on dit « Oui, mais tu sais, il y a des risques, les loyers payent, les locataires ne payent pas, c'est vraiment très dur, d'avoir un cash flow positif, généralement c'est toi qui vas devoir payer tout à la fin, et puis les vacances locatives », donc voilà, c'est ce qu'on entend autour de nous. Mais quand on va dans un séminaire où il y a 90%, même 100% des gens peut-être qui pensent comme nous, déjà c'est déjà très rassurant, parce qu'on se sent bien, on se sent moins être un extraterrestre, on se dit ah ben tiens, il y a des gens qui pensent comme moi, donc ça c'est super. Et quand on parle également des gens expérimentés qui ont déjà investi, ou alors quand on parle directement aux intervenants qui ont participé donc, au séminaire, c'est vraiment très appréciable parce qu'on voit des personnes qui ont investi, qui ont eu des résultats et qui nous racontent comment ils ont fait pour avoir ces résultats-là. Ils nous racontent comment ils ont commencé et ils nous racontent également les problèmes qu'ils ont rencontrés. Là, c'est une magnifique pub pour mementor.fr que tu viens de faire, puisque justement, le but, c'est de montrer des gens qui ont vraiment réussi et qui pourtant avaient peur au début, et de se faire une espèce de team, de petite dream team autour de soi, d'investisseurs. Moi, c'était mon but aussi en créant ce blog. Et aujourd'hui, effectivement, je commence à avoir une espèce de force de gens autour de moi qui viennent, qui discutent avec moi, qui veulent même au pied levé m'appeler. C'est génial et c'est vrai que ça motive. Non seulement ça motive, mais en plus, on se sent normal. Exactement. On n'est plus le fou de service qui veut cramer l'argent de la famille et qui veut nous amener dans le mur, mais non. On est au contraire quelqu'un qui trouve des solutions et ça c'est génial. Exactement. Alors, par rapport à tes immeubles, comment ça s'est passé ? Tu les as achetés où ? Voilà. Comment tu t'es dit je vais acheter des immeubles ? Alors, très bonne question. Alors déjà pour commencer, je me suis pas réveillé un matin en me disant ça y est, je vais acheter 2 immeubles, j'y vais. Suite à ce séminaire d'Olivier Seban, donc quand je suis rentré chez moi, j'ai bien relu mes notes. J'ai revu donc du coup tout ce que les intervenants avaient dit et je me suis rendu compte d'une chose, c'était que la plupart des intervenants qui étaient là
habitait en province et avait investi en province. Bon. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer en province. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai commencé à rechercher sur un site comme Le Bon Coin par exemple. J'ai commencé à rechercher des biens immobiliers autour de la région parisienne. C'est-à-dire, j'ai regardé vers Orléans, dans le Loiret, j'ai regardé dans le 28, l'Eure-et-Loire, j'ai regardé dans l'Eure, le 27, dans l'Oise, le 60, et j'ai regardé aussi dans l'Aisne, qui est au-dessus de l'Oise, à Saint-Quentin. Et donc, dans tous ces départements-là, j'ai vu des prix très attractifs pour des appartements. Donc du coup, la question c'était même plus est-ce qu'il faut que j'investisse en province. Bon, dans mon cas, moi j'ai préféré investir en province parce que j'ai pas non plus forcément une paye énorme, et donc ça me rassurait de trouver un bien pas très cher. Donc je me suis dit, dans lequel de ces départements je vais investir. Et en regardant les annonces, notamment à Saint-Quentin, j'ai vu une annonce qui disait vente appartement tout proche du futur pôle universitaire. Et là, quand j'ai vu futur pôle universitaire, là ça a fait tilt. Donc j'ai commencé à aller sur le site de la ville, d'essayer de me renseigner pour savoir le pôle universitaire, il sera fait quand, combien d'étudiants actuellement à Saint-Quentin, combien il y en aura une fois que le pôle universitaire sera créé et sera ouvert. Et donc par rapport à tout ça, j'ai échangé avec des propriétaires par le biais de Le Bon Coin, parce qu'au départ c'était à distance. Et j'ai échangé par mail pour essayer d'avoir quelques informations. Tiens, cet appartement il est intéressant, pourquoi vous le vendez? D'accord. Il est à côté de quoi? D'accord. Quel est le montant des charges? D'accord. Quel est le montant de la taxe foncière? Parce que la taxe foncière est chère à Saint-Quentin, il faut le savoir. Ah, d'accord. Et suite à ça, ça m'a permis de regrouper toutes les informations, de pouvoir me faire des calculs au niveau des chiffres, et de me dire, tiens, ça peut être rentable d'investir là-bas. Mais au départ, j'étais penché sur des appartements. Et la raison pour laquelle je me suis arrêté sur les immeubles, c'est que vu le prix élevé de la taxe foncière, lorsque j'ai vu qu'il y avait des immeubles à vendre à Saint-Quentin et que j'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que le prix d'un immeuble, du coup, était moins cher au mètre carré qu'un appartement, et que du coup, la taxe foncière qui est chère revenait moins cher en achetant un immeuble qu'en achetant un appartement. Puis dans les immeubles, si tu as un souci avec un locataire, c'est moins grave qu'avec un appartement, parce que, à Paris par exemple, parce que pour le même prix, voire même moins cher l'immeuble, on verra ça tout à l'heure, et tu prends moins de risques, parce que un souci avec un locataire, c'est pas trop grave là-bas, un souci avec un locataire dans un appartement tout seul, qu'on a à Paris, on perd tout. Effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages à investir dans les immeubles. Pour un immeuble, le gros avantage, c'est que le risque est réparti, parce que dans mes immeubles, il y a 3 appartements dans le premier et 4 appartements et un local commercial dans le deuxième. Le gros avantage, c'est qu'il y a un locataire qui ne paye pas, et j'ai encore 2 autres locataires qui payent. C'est-à-dire que le risque est bien réparti, et si j'ai de la vacance locative dans un appartement, je ne vais pas commencer à paniquer en me disant comment je vais payer ma mensualité. Et ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. C'est sûr. Alors, comment as-tu financé ces biens? Déjà, t'es banquier, ça t'a aidé peut-être un petit peu, tu vas nous expliquer ça. Alors, pour financer ces biens, les immeubles, en tout cas, je n'ai mis qu'un apport. Rien, c'est zéro. Rien. Alors, oui, je suis banquier, donc du coup, ça aide. Alors, en quoi ça m'a aidé d'être banquier ou d'avoir été chargé d'études crédit immobilier? C'est que je sais comment la banque fonctionne, je sais comment la banque raisonne, je sais ce qu'elle va regarder, je sais quels sont les éléments que la banque va analyser en premier pour pouvoir se faire une première étude et dire oui monsieur, votre dossier est viable, non, votre dossier n'est pas viable. Donc, déjà dans un premier temps, la banque elle va regarder votre situation personnelle à vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez toutes les pièces que la banque demande, donc il y a tout ce qui concerne le bien, compromis de vente, d'accord, mais il y a également tout ce qui est votre état civil, votre avis d'imposition, où figurent vos revenus, vos fiches de paie et vos relevés de compte. Et avec ça, la banque va déjà se faire une idée du profil de gestionnaire que vous êtes. C'est-à-dire,
Est-ce que vous êtes plutôt vraiment à dépenser? Vous êtes dépensier, vous jouez aux courses, vous avez des crédits, vous avez des agios, pas très bon. Ou est-ce que vous avez plutôt une gestion de compte en bon père de famille? C'est-à-dire que vous n'avez pas de découvert, pas d'agio, pas ou très peu de crédit, vous arrivez à épargner, donc à mettre de l'argent de côté. Ça, c'est le genre de profil que la banque aime. Donc, pour moi, il était quand même assez simple de mettre déjà ma situation, donc de mettre mes finances personnelles en ordre. Donc, comme je savais que je voulais investir, mes finances personnelles étaient déjà plus ou moins en ordre, je les ai mises encore mieux au carré, pour être sûr déjà de faire mouche à ce niveau-là, au niveau du banquier. Et ensuite, une fois que le banquier a analysé ça, il va tout simplement voir les chiffres de votre projet, quel est le montant d'acquisition, quelle mensualité vous souhaitez, sur quelle durée, et avec ça, il va calculer le taux d'endettement, et il va également prendre en compte les revenus locatifs qui vont être perçus, mais il va en tenir compte à hauteur de 70%. Et donc tu les as achetés combien tes immeubles? Alors le premier immeuble là, donc prix d'acquisition de l'immeuble, plus frais de notaire, plus frais de garantie, plus 6 000 € de travaux d'électricité pour un des appartements. La somme de ces 4 éléments m'a coûté exactement 112 960 €. D'accord. Et pour le second? Pour le second immeuble, prix d'acquisition, plus frais de notaire, plus frais de garantie, plus 3 500 € de travaux dans le local commercial, qui était vide à l'époque, 93 500 €. Alors, pour info, moi j'ai 2 studettes dans des banlieues chics, mais à Paris. Il y en a une avec les travaux, j'en ai eu pour environ, et les meubles, j'en ai eu pour environ 68 000 €, 93 000 pour un immeuble, 68 000 pour 10,97 mètres carrés. Et l'autre, j'en ai eu pour 71 000 € quasiment, oui, 71 000 € pour 11,5 mètres carrés. Voilà, donc ça vous donne un petit ordre d'idée quand même de la différence entre la province. Bon, Saint-Quentin c'est un peu spécial quand même, c'est très très rentable, et la banlieue parisienne, la banlieue chic. Alors, tiens, attends, je voulais quand même rebondir sur un truc que tu as dit par rapport au dossier. Moi, je sais pas, c'est peut-être un peu sorti de mon chapeau, mais je me suis dit, ce qu'ils aiment aussi les banquiers, c'est quand tu leur montres des relevés de compte propres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'était surtout quand j'ai acheté ma première résidence principale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la méthode 10 lignes, j'appelle ça comme ça. En gros, tout ce que je vais acheter, même la nourriture, tout ce qui peut être payé en cash, je vais le payer en cash. Mais ça c'est pour les 3 relevés que je vais montrer à la banque, puisqu'elle demande les 3 relevés à la banque. Donc je fais un gros retrait, un bon moment à l'avance, je fais un bon gros retrait en cash, donc ça me paye mes courses, tout ça. Et après, eh bien, sur mes fiches, sur mes bulletins, il y a l'électricité, le gaz, le téléphone, en fait tous les prélèvements, le loyer, il y avait quoi? Il y avait l'essence, parce que ça je paye par carte, et c'est tout, et ça faisait à chaque fois moins de 10 lignes. Et alors la banquière, elle a fait « Waouh, c'est quoi ça ?» Et alors je lui ai expliqué comment je faisais, mais elle m'a dit « Ça c'est bon ça ». Est-ce que tu penses que c'est un argument de poids pour un analyste? Alors, je pense que c'est une très bonne méthode. Après, il y a plusieurs façons d'analyser un dossier. C'est-à-dire qu'il y a certains banquiers qui vont se dire « Ah ben c'est super, il y a une 10 lignes à analyser, c'est super, c'est très clair, pas de souci ». Et il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus suspicieux, qui vont se dire tiens c'est bizarre, il n'y a que 10 lignes, il retire un gros montant, mais ça ne me permet pas trop de me faire une idée sur son mode de vie, sur comment il est, quel type de gestionnaire il est. Alors, mais de toute façon, il faut savoir que même si un banquier pense cela, il va se baser sur tout ce qui est factuel. Il ne peut pas se dire non je pense que c'est pas un bon gestionnaire parce qu'il n'y a que des lignes. Non, il ne pourra pas dire ça, il faut qu'il soit factuel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il verra que ton salaire arrive bien sur tes relevés de compte, à partir du moment où il verra que ce que tu déclares aux impôts, donc ton avis d'imposition, correspond bien aux sommes que tu as perçues, à partir du moment où il verra que si tu as un crédit en cours, il voit bien le crédit arriver et il arrive bien à faire
les relations entre tes différents comptes. S'il voit qu'il n'y a pas d'agio, qu'il n'y a pas de découvert et que le compte est nickel, il n'y a aucune raison que la méthode d'e-lean te pénalise. Au contraire, il va juste vérifier tous ces éléments-là. À partir du moment où ça s'est vérifié, il va dire ok, c'est bon, pour moi ça c'est bon, et ensuite il va juste se calquer sur l'endettement pour voir est-ce que l'endettement il passe ou pas en fonction des revenus locatifs. Mais la méthode d'e-lean, du coup, pour moi, est une très bonne méthode et je te remercie de m'avoir appris. Bah comme quoi, même moi je peux apprendre des choses au banquier. Eh oui. Désolé pour le changement de caméra, c'est des choses qui arrivent, les petits problèmes techniques. Eh bien, tout ça pour vous dire que dans la vie, c'est pas celui qui est le plus fort ou celui qui est le plus intelligent qui réussit, c'est celui qui s'adapte. Et là, on s'adapte à la situation. Exactement. Voilà. Comme dans l'immobilier, c'est pareil. Vous ne tomberez jamais sur le cas que vous avez vu, vous tomberez sur un cas pour lequel vous devrez vous adapter. Exactement, c'est bien dit. On parlait de Saint-Quentin. Oui. Et sur Internet, les gens qui suivent l'immobilier régulièrement sur Internet, si on leur dit immobilier et Saint-Quentin dans l'Aisne, ils doivent penser à un certain chasseur immobilier, Hassan le Prodimo, pour ne pas le citer. Dis-moi un peu quelle est ta relation avec ce personnage, si tu as travaillé avec lui ou pas, ce que tu en penses. Dis-moi. D'accord. Alors, pour l'instant, Hassan, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec lui. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas avant d'acquérir mes immeubles. J'ai appris à le connaître depuis, j'ai vu son blog, j'ai vu qu'il était à Saint-Quentin, qu'il investissait à Saint-Quentin. Donc j'ai pu le contacter, on a échangé par mail. Et la dernière fois que j'étais à Saint-Quentin, donc j'ai pu le voir, on a pris un café ensemble. Donc c'est quelqu'un de très sympa, très pro, vraiment très professionnel. Et donc les prochains investissements que je ferai, en tout cas à Saint-Quentin, je ferai à coup sûr appel à lui, parce qu'il connaît bien la ville. C'est un professionnel, il est négociateur immobilier en plus maintenant. Et en faisant appel à ses services, je sais que je gagnerais beaucoup de temps. Parce que si j'avais fait appel à lui, si je le connaissais avant d'investir à Saint-Quentin, j'aurais gagné beaucoup de temps parce qu'il aurait pu m'orienter directement vers les biens intéressants, bien placés et rentables. D'accord, mais c'est loin. Et par rapport à chez toi, et moi les mentors, ils disent souvent, il faut investir près de chez soi. Alors oui, mais quand on habite à Paris, ça fait un peu grincer des dents d'entendre ça, même si moi-même j'investis près de chez moi, c'est quand même difficile au niveau de la rentabilité. Toi, du coup, tu as décidé d'investir en province, assez loin de chez toi. Du coup, au niveau de la gestion locative, comment tu gères ? Alors, au niveau de la gestion locative, puisque je suis loin de chez moi, je passe par une agence de gestion locative, tout simplement. Mais la particularité, c'est que l'agence qui gère mes biens est l'agence qui m'a vendu les immeubles. Alors c'est très rassurant pour moi parce que, bon, faut pas oublier que c'est mes débuts dans le passage à l'action. Hein. Voilà, hein, je suis passé à l'action, c'était pas évident, mais du coup j'ai pu le faire. Et c'était rassurant pour moi de savoir que l'agence qui allait gérer mes appartements est l'agence qui m'a vendu les immeubles. Comme ça, s'il y a un souci avec la vente des immeubles, boum, je sais que j'ai l'agence sous la main et qu'on est en relation. Et en plus, l'autre avantage que j'ai eu, c'est que puisque j'ai 3 plus 4 appartements à local commercial à faire gérer, donc j'ai dit à l'agence, regardez, je vous donne tous mes appartements à gérer, est-ce que vous pouvez me faire un geste sur les frais de gestion locative? Et donc ils m'ont fait un geste sur les frais de gestion locative parce que je suis à 5% hors taxe, alors que c'est 7-8% en temps normal. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, combien tu gagnes avec ces 2 biens immobiliers dans ta poche? Vraiment, c'est ce qui intéresse Alors, les gens. dans ma poche, vraiment, on va dire dans ma poche avant impôt, je gagne environ 800 € par mois. C'est super. Oui, c'est très intéressant. Est-ce que dedans tu prends le capital remboursé plus les cash flows ou que le cash flow, on va dire la différentielle de trésorerie? Que le cash flow, c'est-à-dire que il me reste 800 € quand j'ai remboursé les mensualités de crédit des immeubles, quand j'ai remboursé la taxe foncière, quand j'ai remboursé les charges comme l'électricité, par exemple il y a de l'électricité dans les communs, donc ça c'est à ma charge. Quand j'ai remboursé l'assurance de PNO, propriétaire non occupant, et quand j'ai déduit les frais d'agence, les frais de gestion locative. Ok. Donc
tu as acheté ces 2 immeubles, mais avant, tu as dû en parler à ton épouse. Elle a dit ouais, super, allez hop, on va acheter 2 immeubles. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que moi, personnellement, quand j'ai dit à mon épouse on va acheter un parking, elle a fait ah oh là là, non, 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 non. Mais bon, tu t'y es pris comment, toi, pour avoir l'aval de ton épouse? Effectivement. Alors ça, c'est un point très important, vraiment très important. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est lorsque vous avez un projet dans lequel il y a beaucoup d'argent en jeu, puisque dans l'immobilier, il y a de l'argent en jeu, il y a des risques, mais bon, il faut prendre des risques maîtrisés. Quand vous avez un projet et que vous êtes marié ou en couple, surtout, il faut avancer dans votre projet avec votre conjoint. Alors je m'explique, ça ne veut pas dire qu'il faut que votre conjoint fasse exactement tout avec vous, qu'il regarde toutes les vidéos et qu'il suive toutes les formations avec vous, mais étape par étape, petit à petit, il faut que vous puissiez l'informer. Lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux regarder cette vidéo avec moi sur l'investissement locatif? Tiens, regarde, je pense à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on pourrait faire? Moi, j'ai l'idée. Essayez de l'impliquer. Parce que l'erreur qu'on peut faire, c'est l'erreur que j'ai fait moi aussi, c'est que j'avance dans mes vidéos, je regarde, j'ai des idées, je dis rien, je dis rien, je dis rien, et le jour où je vais me lancer, ça y est, le projet il est prêt, regarde chérie, ça y est, c'est fait, c'est carré. Mais ça fait peur au conjoint, parce qu'il n'a pas l'habitude, et il se dit, ah bon, tu veux investir, mais il faut quoi, comment, est-ce que tu es formé? Et donc là, du coup, le conjoint prend peur, et c'est dur pour le conjoint d'avaler la pilule, et donc ce qui fait que le conjoint n'est pas forcément d'accord, et après, celui qui veut faire le projet, ben lui, il veut y aller parce qu'il s'est renseigné, il pense que c'est bon, et là, ça crée des frictions. Donc il faut vraiment essayer d'impliquer son conjoint au maximum. Moi, au niveau des immeubles, j'avais pas dans l'idée d'acheter des immeubles tout de suite. Donc le cheminement, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était d'abord des appartements hors de la région parisienne, et voilà, en visitant, en regardant dans les régions, Saint-Quentin, j'ai vu que les immeubles c'était plus rentable. Donc à partir du moment où j'ai expliqué ça à mon épouse, que je lui dis voilà la mensualité qu'on va payer, parce que bon, comme je suis banquier, je sais comment ça fonctionne, mais bon, même sans être banquier, on peut savoir le faire, calculer sa capacité d'emprunt, la mensualité maximum que la banque va être prête à nous accorder, ça on peut le faire. Et donc à partir du moment où je lui ai expliqué les chiffres, voilà combien ça pourrait nous rapporter, eh ben, elle était déjà un peu plus en confiance. Et le fait que j'aille à un séminaire et que je prenne la formation aussi, donc qui était la formation d'Olivier Seban, elle était rassurée parce que je lui ai fait regarder les vidéos de lancement de la formation pour dire qu'est-ce que tu en penses, je pense que c'est une bonne formation. Et du coup, ça s'est fait, elle savait dans quelle direction j'allais. Elle savait que c'était pas que sur un coup de tête que j'avais été dans un séminaire, que j'ai vu plein de vidéos, que j'étais formé pour ça. Donc, je vais pas dire que ça s'est fait en un claquement de doigts, mais elle était, on va dire, plus rassurée en se disant, ben, au moins je sais qu'il a fait les démarches nécessaires, mais parce que je l'ai impliqué. Je l'ai impliqué dedans. Donc voilà, c'était pas en un claquement de doigts, mais c'était plus facile à accepter parce que je l'ai impliqué. Voilà, bon, bah, tout est dit. Tu es propriétaire de ta résidence principale, pourquoi ce choix et est-ce que c'est le bon choix? Alors, d'un point de vue investisseur, je conseille d'abord d'investir et ensuite d'acheter sa résidence principale. Ou alors de rester locataire si on ne souhaite pas avoir sa résidence principale. Maintenant, moi, j'investis dans l'immobilier. Alors, l'immobilier est aussi pour moi un moyen. C'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un moyen. Et mon objectif, c'est d'essayer de me dégager du temps pour que ma famille soit bien, pour que mes proches soient bien et que je puisse aider les autres. Donc ça veut dire que pour moi, ma famille est très très importante. L'achat de la résidence principale était un projet familial avant tout. Donc c'est un projet qu'on avait déjà ficelé, on avait déjà prévu avec mon épouse. Et donc je ne voulais pas que l'immobilier soit un frein à ce projet-là, qui est un projet familial auquel on tenait. Donc maintenant, on va parler de ton étude de cas IMO gagnant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est une étude de cas que j'ai essayé de faire suite à l'interview que j'avais fait avec Olivier Seban. Alors cette interview, je l'ai montrée à ma famille, à mes amis, également à mes collègues, et donc qui étaient tous ravis pour moi. Et ils m'ont demandé, oui, mais combien
as-tu acheté les immeubles? Combien ça t'a coûté en tout? Quelle mensualité tu payes? Quel est le loyer que tu perçois? Est-ce que tu as du cash flow? Si oui, combien? Comment tu as fait en si peu de temps? Et donc, voyant toutes ces questions-là, bon, ben, j'ai répondu, je répondais à ces questions-là, hein, une par une, et je me suis dit que si mes proches, mes amis me posaient ces questions-là, et ben, je pense que tous les auditeurs qui eux ont entendu cette interview ont peut-être les mêmes questions. Donc j'ai décidé de faire une petite étude de cas qui dure une vingtaine de minutes, dans laquelle j'explique voilà, comment j'ai pu acquérir ces immeubles en si peu de temps, et plus la résidence principale, avec un schéma où j'explique bien comment se sont passées les différentes grandes dates, compromis de vente, signature chez le notaire, voilà. Et j'explique également toutes les données chiffrées, ça veut dire que par immeuble, je détaille, je dis combien j'ai acheté tel immeuble, quel était le prix d'acquisition, quel était le montant des frais de notaire, le montant des frais de garantie, et à côté de ça, je mets quel est le loyer perçu par logement. Et je fais également des schémas sur l'occupation des appartements, puisque quand j'ai acheté les immeubles, tous les appartements n'étaient pas loués, et donc j'explique comment j'ai fait pour les louer, comment ça s'est passé dans le temps avec des schémas. Et donc voilà, c'est assez clair d'après les retours c'est synthétique que j'ai eu. Et moi j'aime bien cette étude de cas, parce que souvent on voit des études de cas, c'est des pourcentages pour se gosser un petit peu, faut le dire. Mais moi j'aime pas ça, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Je fais 13% de rentabilité, je fais 11% de rentabilité, mais on met quoi dedans? Les frais de notaire, on met pas les frais de notaire, on met la taxe foncière, on la met pas. Qu'est-ce qu'on met dedans? Là, vous avez des chiffres réels, et je vais vous dire une chose, c'est mieux, parce que le banquier, lui, s'en fiche de vos pourcentages. Lui, ce qu'il regarde, c'est l'argent sonnant et trébuchant qui tombe. Et donc, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose de chiffré pour savoir qu'est-ce qu'on a. Ok, les pourcentages, ça peut être des bons indicateurs de départ, mais vraiment, à la fin, il faut savoir qu'est-ce qu'on gagne. Sinon, ça sert à rien. Au niveau des garanties, par rapport à ton prêt, t'en parles aussi un petit peu dans Imo Gagnant, mais c'est un peu ce qui manque. Tu dis que tu fais des cautions crédit logement, du prêteur de deniers, je sais pas exactement comment on dit ça. C'est quoi les différences? Pourquoi tu as fait ça? Explique-nous un petit peu. D'accord. Alors au niveau des garanties, en tout cas celles que j'ai prises pour les immeubles, il y a deux types de garanties que j'ai choisies pour les immeubles. Alors que j'ai choisi, je m'explique. J'ai pris la garantie crédit logement pour le premier immeuble, parce que la garantie crédit logement, c'est une garantie qui te permet de récupérer une partie de ce que tu as payé, et le gros avantage, c'est que si tu as des soucis de paiement au niveau des mensualités, y a une société qui se porte en quelque sorte caution. Donc là, c'est le crédit logement qui se porte caution pour toi, et ça évite que le bien soit saisi. Je voulais prendre cette garantie pour les deux immeubles, mais ce que j'ai appris, c'est que puisque dans mon deuxième immeuble il y a un local commercial, donc la banque m'a informé que le crédit logement ne garantissait pas un bien lorsqu'il y avait un local commercial. C'était uniquement pour des logements à usage d'habitation. Donc du coup, on a dû changer de garantie et basculer dans une garantie qui s'appelle l'IPPD, l'inscription privilège de prêteur de deniers. Voilà. D'accord. Bah écoute, ça a le mérite d'être clair. Merci pour cette interview. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. C'était un peu long, mais au moins c'est très détaillé et j'adore le détail, moi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Au revoir, à bientôt.